Bonjour chers élèves, donc voilà je vous propose une nouvelle version du corrigé 2019, session de rattrapage. Donc pourquoi j'ai refait cette version? Parce qu'il y avait deux erreurs dans l'ancienne version qui ont dérangé certains abonnés et j'ai décidé de refaire une nouvelle version avec plus d'explications. Donc voilà le sujet comme d'habitude, bien sûr, vous pouvez le télécharger dans le lien de la vidéo. Et on va commencer avec le premier exercice sur les piles. Donc pile cadmium, nickel. Donc on va dans les concentrations initiales, on va dans la constante d'équilibre et on enferme l'ampère-mètre. On vous dit qu'il circule un courant de 0,3 ampères. Bien. Donc voilà les données, masse molaire de nickel, l'équation de la réaction. Calculer le quotient de réaction à l'instant initial et en déduire le sens d'évolution spontanée. Donner le schéma conventionnel de cette pile. Justement, il y avait une erreur sur l'ancienne version sur le schéma conventionnel. Écrire l'équation de la réaction à chaque électrode. La pile fonctionne pendant une durée de 5 heures. Calculer la variation de la masse de nickel. Donc c'est un exercice très classique sur les piles. Donc allons-y donc. Quotient de réaction, on va dans l'équation de réaction. Donc le quotient de réaction, bien sûr, c'est la concentration de cadmium de plus divisé par la concentration de nickel. Comme dans les données, ces deux concentrations sont égales, d'accord, donc le quotient de réaction est égal à 1. Donc, pour savoir le sens de la réaction, on compare le quotient de réaction à la constante d'équilibre. Si le quotient de réaction est inférieur à K, c'est le sens 1. Si le quotient de réaction est supérieur à K, c'est le sens 2, c'est-à-dire soit fonctionnement pile, soit fonctionnement électrolyse. Donc dans notre cas, le quotient de réaction est plus petit que 1, largement plus petit, donc le sens d'évolution spontanée, ça sera bien sûr le sens 1. Voilà, à partir de cette équation, on peut tout répondre déjà, tout connaître le principe de fonctionnement de cette pile. Pourquoi ? Ici, vous avez le cadmium qui vous donne cadmium de plus. Donc l'équation, ce sera cadmium qui va donner cadmium de plus 2 électrons. D'accord? Donc c'est l'électrode de cadmium qui va fournir les électrons. Donc les électrons vont circuler dans ce sens. Le courant, c'est dans le sens inverse. D'accord? Donc les électrons circulent dans ce sens. Donc voilà la borne positive. Je vous rappelle, la borne positive attire les électrons. Donc voilà la borne négative. Donc voilà l'anode, voilà la cathode. Donc, qui dit anode dit oxydation, qui dit cathode dit réduction. Vous voyez, on connaît maintenant tout sur cette pile. On connaît le sens du courant, on connaît le sens des électrons, on connaît laquelle est l'anode, laquelle est la cathode, et par conséquent, on sait où va se passer l'oxydation, où va se passer la réduction. Je vous rappelle, oxydation, anode, les deux commencent par une voyelle, réduction, cathode. Bien. Maintenant, le schéma conventionnel. Le schéma conventionnel, il suffit de savoir où est l'anode, où est la cathode. Donc, je viens d'expliquer ici le cadmium. Donc, cadmium de plus 2 électrons. Donc, c'est l'électrode de cadmium où va se passer l'oxydation. Donc, c'est l'anode. Donc, la borne moins, c'est l'électrode de cadmium. Donc, le sens conventionnel est le suivant. On met la borne moins cadmium solide. Donc, dans l'ancienne version, j'ai juste inversé par erreur. J'ai mis ici aqueux. Non, bien sûr, c'est le solide / cadmium de plus aqueux. Et pour la cathode, on inverse. On met l'électrode aqueux et solide. D'accord? Donc, l'anode, cathode, borne moins, borne plus, solide, aqueux, et s'il y a un gaz, on fait aqueux, gaz, et par contre, dans la cathode, on inverse, d'accord? Donc, solution aqueux et l'eau solide. Donc, voilà le sens conventionnel. Ce qui est très important, bien sûr, c'est de repérer l'anode et de repérer la cathode. Je répète, c'est très facile de repérer laquelle est l'anode et la cathode si vous connaissez l'équation. Il suffit de savoir quelle est l'électrode qui fournit les électrons. Donc là, vous avez cadmium qui va donner cadmium de plus 2 électrons. Donc c'est ça la borne moins. Et c'est ça la borne plus. Bien. Écrire l'équation de la réaction à chaque électrode. Donc il suffit de savoir quelles sont les deux demi-équations qui vont nous donner cette réaction-là. Donc vous avez nickel de plus va donner nickel. Donc il faut, pour conservation de charge, nickel de plus 2 électrons va donner le nickel solide. Et
Donc vous avez ici, c'est une équation de quoi? De réduction. Pourquoi? Parce que c'est le réducteur qui est à gauche. D'accord? Là, c'est l'oxydation. Donc aussi pourquoi on l'appelle réduction. Vous voyez que le degré d'oxydation passe de 2 à 0. Il est réduit. Là, par contre, il passe de 0 à 2. C'est une oxydation. D'accord? Donc voilà les deux demi-équations qui se passent au niveau de chaque électrode. Maintenant, on nous dit de calculer la variation de la masse pendant une durée de fonctionnement de 5 heures. Là, on a besoin bien sûr du tableau d'avancement pour savoir quelle est la relation entre le nombre de moles du nickel solide et le nombre de moles échangés d'électrons. Donc là, vous avez nickel plus 2 électrons dans le nickel solide. À l'état initial, on a un nombre de moles initial de nickel aqueux, un nombre de moles initial de nickel solide, ici bien sûr moins X, là c'est plus X. Donc combien d'électrons échangés? 2 fois X. Donc vous avez ici 2X. Voilà. Après, vous avez une seule relation à connaître sur les piles, c'est la relation entre la charge et le nombre de moles d'électrons. Donc Q est égal au nombre de moles d'électrons fois le farad. Le courant c'est delta Q sur delta T, donc c'est le nombre de moles d'électrons fois le farad divisé par delta T. Donc je peux déduire le nombre de moles d'électrons, c'est I delta T sur le farad. Donc ça c'est valable quelle que soit l'équation de la réaction. Ce qui change, c'est tout simplement quelle est la relation entre le nombre de moles d'électrons et l'avancement X. Là, et bien sûr, chaque pile, vous allez avoir une relation différente. Là, on a NI, nombre d'électrons égal à 2X. Donc, je peux déterminer X en fonction de I, delta T et le farad. Maintenant, pour calculer la variation de la masse déposée, je calcule la variation du nombre de moles de nickel. À l'état initial, j'ai Ni, à l'état final, j'ai Ni plus X. Donc la variation du nombre de moles, c'est nombre de moles final moins nombre de moles initial, donc est égal à X. Or, X, la variation du nombre de moles, c'est quoi? C'est la variation de la masse divisée par la masse molaire, qui est égal à quoi? D'après cette équation, qui est égal à X. Donc, je peux déterminer delta de M en fonction de X. Donc, delta de M est égal à X fois la masse molaire du nickel. Je remplace X par sa valeur, c'est I delta T sur 2F. Je connais tout, je connais I, je connais delta T, F et M sont des constantes. Donc, je calcule la variation de la masse et je trouve 1,64 grammes. Donc, la masse du nickel va augmenter de 1,64 grammes. Bien sûr, l'autre électrode, la masse va diminuer. Donc voilà pour le premier exercice. Pour le deuxième exercice, donc il y avait juste une erreur sur la pente, donc je vais la corriger. Donc l'étude, on va étudier réaction d'un acide que j'appelle AH, C9H8O4. D'abord, le dosage de cet acide avec une base forte, d'accord. Ensuite, on va utiliser le suivi de réaction de cet acide-là. Donc, on dissout une aspirine, hein, qui est cet acide-là. L'aspirine, c'est C9H8O4. On obtient une solution aqueuse de concentration Ca de volume de 178 ml. Pour le dosage, on prend juste une partie de 10 ml et on va la doser avec une solution de base forte NaOH de concentration 10-2 mol par litre. Question classique, équation de dosage, le point d'équivalence, déterminer la concentration de la solution mère et montrer que la masse de l'aspirine c'est 0,5 g. Vraiment très classique, le choix de l'indicateur coloré. Pour la réaction, donc on prend l'acide et on va étudier la réaction des ions hydrocarbonates avec l'acide. Donc voilà les ions hydrocarbonates. L'équation de la réaction elle est donnée ici. Et on va suivre cette réaction en fonction du temps. Donc afin de suivre cette réaction, on introduit un volume V d'une solution aqueuse des hydrocarbonates de sodium, dont la concentration initiale c'est 0,5 mol par litre, puis un instant initial, un instant choisi comme origine du temps, on ajoute une solution d'acide AH là, d'accord, de masse M égale à 0,5 g. On considère que le volume du mélange reste constant, qui est 10 ml. Bien, voilà la courbe de suivi de réaction et tout va être déterminé à partir de cette courbe-là. Montrer que les quantités de matière initiale sont données par, pour l'acide AH, 2,8 mmol, pour l'hydrocarbonate, c'est 5 mmol. Dresser le tableau de variation.
déterminer X max, calculer la vitesse de réaction à un instant t donné, représenter la tangente à un instant t égale à 100 secondes et déterminer graphiquement le temps de demi-réaction. Vraiment, les questions qu'on vous demande quand on utilise le suivi de réaction, c'est déterminer l'avancement final, vitesse de réaction à un instant t, les facteurs cinétiques et ainsi de suite. Donc pour le dosage, c'est très classique. Dosage d'une solution d'acide que j'appelle AH, d'accord. On va dissoudre le comprimé dans un volume V qui est 270 ml. On prélève un volume 10 ml et on va la doser avec une solution de NaOH de concentration 10-2 mol par litre. L'équation de dosage, l'acide AH plus l'hydroxyde de sodium, on le décrit par la base OH-. AH, bien sûr, va céder un proton, il va transformer en une base A-, et la base OH- va capter le proton, il va transformer en O2 liquide, H2O. Concentration de l'acide, c'est l'équivalence. On connaît VA, on connaît CB, on vous donne VB à l'équivalence. Donc, bien sûr, CA fois VA égale à CB fois VBE. On connaît tout et on détermine CA égale à 10-2 mol par litre. Ça, c'est la concentration de la solution qu'on a prélevée de 10 ml. Maintenant, on nous demande de montrer que la masse qu'on avait dessous dans le volume fait, c'était 0,5 g. Donc, je vous rappelle un peu le principe. On a pris une aspirine, on l'a dissous dans un volume de 278 ml. On a prélevé un volume VA qu'on a dosé et on a déterminé sa concentration. D'accord? Maintenant, quelle est la concentration de la solution mère? Imaginez si vous avez 1 litre de javel de concentration 12%. Si vous prélevez 5 ml, est-ce que la concentration va changer? Bien sûr, il ne va pas changer. Toujours, j'ai 1 litre de javel. Si je prends 5 ml de ce litre de javel, il va être toujours de concentration 12%. Donc, pourquoi on a utilisé le dosage? C'est tout simplement pour déterminer la concentration de la solution mère. Maintenant, pour déterminer la masse de l'aspirine, j'utilise tout simplement la définition de la concentration sur le nombre de moles divisé par le volume. C'est quoi le nombre de moles? C'est la masse de l'aspirine divisé par sa masse molaire. Donc, la masse de l'aspirine, c'est la concentration fois la masse molaire fois le volume initial qui est de 178, qu'il faut bien sûr transformer en litres et j'obtiens 0,5 g qu'on me demande de montrer. Le choix de l'indicateur, ça c'est très facile. Il suffit de voir à l'équivalence quel est le pH qui correspond à la zone de virage. Donc d'après l'équation de la réaction de dosage, l'indicateur coloré est celui dont la zone de virage contient le pH bien sûr. D'après l'équation de la réaction de dosage, à l'équivalence contient des ions A-, donc le milieu il est basique. D'accord? Donc le pH il est supérieur à 7. Donc l'indicateur coloré, c'est bien sûr le rouge de Crézol. Donc vous avez un acide au départ qu'on dose avec une base et à l'équivalence il n'y a plus d'acide. Donc c'est la base qui va dominer à l'équivalence, ça veut dire le pH il est supérieur à 7. Bien, maintenant on va étudier le suivi de réaction entre l'acide AH et les ions hydrocarbonate. À T égale à 0, on ajoute à la solution une quantité d'acide AH de masse M égale à 0,5 g. Voilà, cet acide-là, on va l'ajouter aux ions hydrocarbonates. Et on va suivre l'évolution. Donc voilà le volume initial des ions hydrocarbonates et sa concentration. D'accord? Et on va suivre l'évolution de cette réaction. Première question, quelles sont les quantités de matière initiale des réactifs? Bien sûr, ici, on vous donne la concentration et le volume. Donc le nombre de moles, c'est C fois V. Pour l'acide, on nous donne la masse. Donc le nombre de moles, c'est la masse divisé par la masse molaire. Donc faites attention ici. Ici, on nous donne la concentration et le volume. Donc, le nombre de moles, c'est C fois V. Ici, on me donne la masse de l'aspirine que j'ai mélangée avec des ions hydrocarbonates. Donc, le nombre de moles initial, c'est la masse divisée par la masse molaire. Donc, j'ai 5 millimoles des ions hydrocarbonates et 2,8 millimoles. Ça, c'est le nombre de moles. D'accord? Et 2,8 millimoles. Donc, c'est le nombre de moles et non pas le nombre de moles par litre. Donc, voilà. Donc, le nombre de moles initial de HCO3-, c'est C fois V. Donc, c'est 0,5 mol par litre multiplié par le litre, bien sûr, c'est le mol. Donc, c'est 5,10 moins 3 moles ou bien 5 millimoles. Et là, c'est 2,8 millimoles.
Donc voilà, on vous dit, donc ça c'est un rappel juste de l'avancement d'une réaction d'une façon générale. A fois un corps A plus B fois un B dans C fois C plus petit d fois d, ça c'est les coefficients. Vous avez le nombre d'avant initial des produits, un instant t, n0 moins ax, n1 moins bx, cx, dx, à l'état final, n0 moins ax max, n1 moins bx max, c fois x max, d fois x max. Là, j'ai ajouté ça juste pour vous rappeler qu'est-ce que c'est qu'un mélange stéchiométrique. Un mélange est dit stéchiométrique si j'ai le même nombre, les deux produits disparaissent en même temps. Ça veut dire les deux sont des réactifs limitants en même temps. Autrement dit, à l'état final, j'ai N0, j'ai 0 mol de le produit A et j'ai 0 mol du produit B. Ça veut dire N0 moins AX est égal à 1 moins BX max égale à 0. Autrement dit, N0 sur A est égal à N1 sur B. Bien, donc je rappelle aussi ce que c'est que le temps de demi-réaction, c'est la durée nécessaire pour que l'avancement parvienne à la moitié de sa valeur finale. Donc pas nécessairement X max. X max lorsque la réaction est totale. Dans le cas général, c'est X final sur 2. La vitesse de réaction, ça aussi c'est un rappel. Comment on la détermine? On calcule la tangente à l'avancement en fonction de X à un point donné. On détermine la pente et on divise par le volume. D'accord? Donc c'est 1 sur V, t de x sur d de t. On va l'appliquer tout à l'heure. Les facteurs cinétiques, je rappelle aussi, juste les facteurs cinétiques, il y en a 3. Il y a la température. Donc si on augmente la température, la vitesse augmente. Si on augmente la concentration des réactifs, la vitesse augmente. Et on peut augmenter la vitesse aussi par un catalyseur. D'accord? Voilà, maintenant je reviens à l'équation qu'on étudie. Voilà le nombre de moles qu'on a déduit tout à l'heure, c'est en millimol, donc il faut l'ajouter ici. Voilà, c'est écrit en millimol, donc 2,8 et 5, 0, 0, 2,8 moins x, 5 moins x, à l'état final, 2,8 moins x max, 5 moins x max, x max et x max. Donc quel est l'avancement maximal? On suppose le premier réactif limitant et je détermine x max, ça me donne 2,8. Je suppose maintenant le deuxième qui est réactif limitant et ça me donne x max et 5 millimoles. Quelle est la plus petite valeur des deux? C'est 2,8. Donc c'est l'acide qui sera le réactif limitant. Donc x max égale à 2,8 millimoles. Revient à calcul de la vitesse de réaction. Il y avait une petite erreur dans la première version, c'est juste une erreur d'inattention. Je prends, pour calculer la vitesse, je dois calculer la pente de cette courbe. Pour calculer la pente, je prends deux points quelconques. Voilà, j'ai choisi ce point A. Quelles sont ses coordonnées? C'est le volume, le temps c'est 75 et x c'est 1,5. Je prends ce point B. Les x c'est 0 et y c'est combien? C'est 0,75. Donc pour calculer la tangente à cette courbe, c'est delta de x sur delta de t. Donc c'est y2 moins y1, c'est-à-dire 1,5 moins 0,75, divisé par quoi? Divisé par x2 moins x1. Voilà. Bien sûr, transformer les millimoles en mol. Et ça vous donne 0,01 10 moins 3 mol par seconde. Mol par seconde. Et pour calculer la vitesse, il ne faut pas oublier de diviser par la vitesse, qu'il faut bien sûr transformer en litres. Donc le volume c'était 10 moins 2 litres. Donc ça me donne une vitesse 0,001 mol par seconde et par litre. Donc voilà. Je pense dans l'ancienne version, je n'ai pas fait attention, j'ai mis ici 0, quelque chose comme ça. Donc voilà la bonne valeur. Bien. Maintenant, déterminer graphiquement le temps de demi-réaction. Donc pour savoir le temps de demi-réaction, tout de suite, chercher la valeur de x max. Voilà, je le lis sur la courbe ici. Voilà, je l'ai mis en rouge. J'ai 2. Donc 1, 2, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8. Donc x max égale à 2,8. X max sur 2, c'est 1,4. C'est 1,4 ici. Bon. Donc voilà, c'est 1,4. Vous voyez, on copie au coller, ça arrive qu'on oublie certaines fois des chiffres. Donc c'est 1,4 effectivement. Et je cherche sur la courbe l'abscisse de 1,4. Je lis ici, et vous avez 70 secondes. Donc T1,5 égale à 70 secondes. Bien. Maintenant, je passe à l'exercice sur la diffraction. Là aussi, c'est un exercice très très classique. On vous donne un rayon laser, on vous donne l'ouverture de la pente, la distance D et la largeur de la fente centrale. Bien. Quelques questions, bien sûr, qu'il faut répondre, choisir la bonne réponse, recouper la question en répondant par vrai et faux.
et on va répondre à chaque question séparément. Donc je passe tout de suite à la solution. Donc voilà le schéma qu'il faut retenir sur la diffraction. J'ai largement expliqué ceci dans plusieurs vidéos. Il faut se rappeler que si la fente est horizontale, la figure de diffraction il est verticale, et inversement, si la fente il est verticale, la figure de diffraction va être horizontale. La largeur de la tâche centrale, des fois on le note grand L, des fois 2 petit d, donc il ne faut pas, si on change les notations, il ne faut pas se tromper. Donc la seule relation qu'il faut retenir, c'est la relation entre θ et lambda, c'est-à-dire l'ouverture, l'angle à partir duquel vous regardez la moitié de la tâche centrale, c'est cet angle θ. Donc θ est égal à lambda sur A. Vous voyez que si je diminue A, θ va augmenter, ça veut dire la largeur de la tâche centrale va augmenter. Les autres, on les détermine par des considérations géométriques. Donc vous voyez que tangente θ est égal à petit d sur grand D. Petit d c'est quoi? C'est L sur 2. Donc L sur 2 grand D. On vous dit θ est petit, donc tangente θ c'est de l'ordre de θ. Je mélange maintenant les deux relations. Lambda sur A est égal à L sur 2D et j'arrive à l'équation à partir de laquelle vous allez répondre à toutes les questions sur la diffraction. Lambda est égal à la largeur de la tâche centrale fois l'ouverture de la pente divisé par 2 fois la distance entre la fente et l'écran. Maintenant, on me dit l'expression choisir la bonne réponse, l'analyse dimensionnelle de l'expression suivante. Donc ici, lambda c'est une longueur. Donc vous voyez ici, donc ça ne peut pas être longueur au cube. Là, c'est une longueur effectivement. Là, c'est longueur moins 1, je l'élimine. Et là, c'est longueur moins 1, je l'élimine. Donc vous voyez, la bonne réponse, c'est la A fois L sur 2D. D'accord? Maintenant, on me dit l'écart angulaire augmente si la longueur d'onde lambda augmente. C'est juste pourquoi. Donc, vous voyez, θ, elle est proportionnelle à lambda. θ, c'est lambda sur A. Donc, si lambda augmente, θ augmente. Donc, la réponse, elle est juste. La largeur L de la tâche centrale est proportionnelle à la largeur de la fente. La largeur de la tâche centrale, est-ce qu'elle est proportionnelle à A? Non, c'est faux. Parce que A fois L, c'est une constante. Donc, si l'une augmente, l'autre va diminuer automatiquement. D'accord? Donc, c'est une relation qui est fausse. Et troisième question, on me dit de déterminer lambda R. Voilà l'expression lambda R, c'est A fois la largeur de la tâche centrale qui correspond à la lumière rouge divisé par 2D. Je connais tout. Vous faites l'application numérique et vous trouvez 637 nanomètres. Donc, c'est la longueur d'onde des rouges, c'est la limite du visible. Comparez maintenant la largeur de la tâche centrale pour la lumière rouge et pour la lumière bleue. Il suffit de comparer leur longueur d'onde. Donc lambda est égal à A fois L sur 2D. Pour une même figure de diffraction, la fente elle est constante, D elle est constante. Donc vous voyez que lambda est proportionnel à L. Ça veut dire la lumière qui a la plus grande longueur d'onde, c'est elle qui a la largeur de tâche centrale la plus grande. Or, voilà, est proportionnel, lambda est proportionnel à L. Comme le rouge, c'est la longueur d'onde la plus grande dans le visible, donc la longueur d'onde du rouge elle est supérieure à la longueur d'onde du bleu. Donc la largeur associée au rouge va être supérieure à la largeur de la tâche centrale associée au laser bleu. Bien, maintenant je passe à l'électricité. Donc là, il n'y avait aucune erreur, juste certains étudiants n'ont pas compris certains passages, donc je vais leur réexpliquer davantage. Donc là, on étudie le dipôle RL et le circuit RLC. Donc là aussi, c'est un exercice classique. On vous donne la force électromotrice, la résistance grand R égale à 40 ohms, une bobine d'inductance L de résistance interne R. À l'aide d'un système d'acquisition, on obtient les courbes suivantes, d'accord, qui représentent la tension au bord de la résistance et la tension au bord de la bobine. On vous donne les courbes, les questions classiques, choisir parmi ces courbes celles qui représentent I de R, justifier votre réponse, déterminer l'équation différentielle, en déduire au régime permanent la tension au bord de la résistance, déduire la valeur de la résistance interne de la bobine, son inductance, et déterminer la constante du temps et revérifier que L est égal à 0,5. Ensuite, pour le circuit RLC, on charge un condensateur, puis on le monte en série avec la bobine précédente. Donc là, vous avez ce qu'on appelle un circuit RLC libre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de générateur.
On vous donne des courbes qui représentent I et I de C, et à partir de ces courbes-là, il faut répondre aux questions suivantes. Quel régime correspond le système d'oscillation qu'on vous donne, sachant que T0 est égal à T, déterminer la capacité du condensateur utilisé et calculer l'énergie à l'instant T1. Là, c'est une très bonne question, à l'instant T égale à 9 millisecondes. Pourquoi? Je vais le réexpliquer tout à l'heure. Bien, donc voilà les données. E égale à 10 volts, R égale à 40. Donc, la courbe qui correspond à U de R, c'est très simple. J'ai largement expliqué ça aussi sur la vidéo qui est consacrée au circuit RL. Toujours penser aux conditions initiales. Donc, c'est quoi le rôle d'une bobine dans un circuit RL? C'est d'empêcher la discontinuité du courant électrique. Ça veut dire que le courant va augmenter de façon continue de 0 jusqu'à sa valeur maximale. Autrement dit, à T égale à 0, I est égal à 0. Donc la tension au bord de la résistance à T égale à 0, c'est 0. Laquelle qui commence par 0, c'est la courbe 2. Donc tout de suite, je veux dire la courbe 2 correspond à I de R, car I à T égale à 0 égale à 0, et donc I de R égale à 0. Voilà. Ou bien, on peut dire que la bobine empêche la discontinuité du courant. Ça veut dire que le courant augmente de façon continue avant d'atteindre le régime permanent. Donc c'est ça, la tension au bord de la résistance. Bon, l'équation différentielle, c'est classique, c'est la loi d'additivité des tensions. Bien sûr, il faut mettre des flèches dans le sens inverse au courant pour les dipôles et pour le générateur dans le sens du courant. Donc I de L, c'est une bobine réelle, donc c'est LT de I sur D de T plus RI. I de R, c'est R fois I. La tension on vérifie par quoi? Par I de R. Donc I de R, je la laisse tranquille et je dois remplacer I en fonction de I de R. I, c'est quoi? C'est I de R sur R. Voilà. Et D de I sur D de T, c'est 1 sur R, D de UR sur D de T, et j'arrive à cette équation différentielle que je peux mettre sous la forme D de UR sur D de T, plus grand R plus petit r sur I de R, en factorisant ici par I de R, est égal à R fois E sur L. Bien, déterminer l'expression de I de R en régime permanent. Donc là, feu. Bien, donc là, c'est régime permanent. C'est très important. C'est quoi le régime permanent? C'est le courant et les constants. C'est-à-dire I de R, c'est une constante. Donc, dans l'équation différentielle, si I de R est constant, ça veut dire que sa dérivée, elle est nulle. Donc, ce terme va s'annuler. Il est égal à 0. Donc, je le remplace par 0 et je détermine I de R en régime permanent. Et vous voyez que I de R, c'est quoi? C'est R fois E sur grand R plus petit r. Donc, ça, c'est d'après l'équation différentielle. Maintenant, je vais vers la courbe. Voilà l'équation qui représente I de R. Voilà le régime permanent. Et j'obtiens I de R égale à 8. Et c'est à partir de là, je connais R, je connais E, je connais I de R, c'est 8. Je détermine petit r. Donc, voilà. Régime permanent, I de R égale à 8. J'ai grand R plus petit r est égal à RE sur I de R. Donc, je factorise par R. Donc, petit r égale à grand R facteur de E sur R moins 1. Je passe à l'application numérique. 40 sur 10 divisé par 8 moins 1, ça vous donne bien 10 ohms et non pas 8 qu'ont mis certains dans leurs remarques. Donc c'est bien 10 ohms. Bien. Ensuite, question suivante, c'est déterminer graphiquement taux. Donc là, pour taux, c'est très simple. Si on vous donne la tangente qui est tracée, il vaut mieux utiliser la méthode des tangentes. Donc l'intersection de la tangente avec la valeur de la tension en régime permanent, son abscisse, vous lisez tout de suite et vous voyez cette valeur-là, c'est combien? La 0,02. Donc taux égal, je dis graphiquement, taux égal à 0,01 secondes. Vérifions que L égale 0,5. Il suffit de connaître à partir de l'équation différentielle, ce terme c'est toujours un sur taux. D'accord? Pourquoi? Ça c'est une tension, ça c'est une tension, là c'est un temps. Donc l'inverse de celui-là, ça va être un temps. Donc taux est égal à L sur grand R plus petit r. Voilà, donc grand L est égal à grand R plus petit r fois taux. Petit r, je l'ai déterminé tout à l'heure, c'est 10. Petit r, c'est 40. 40 plus 10, ça fait 50. 50 fois 0,01, ça me donne bien 0,5 Henri. Bien, maintenant je passe au circuit RLC, on charge le condensateur et puis on va le lier avec la bobine de tout à l'heure en série avec la résistance R. Donc vous avez ici trois cas, trois régimes possibles, régime périodique, pseudo-périodique, régime critique. Tout dépend de la valeur de R.
D'accord? Donc si la bobine est idéale, vous avez un régime oscillatoire. Si la bobine est réelle, vous avez un régime pseudo-périodique. Et si la résistance est très grande, on va tendre vers un régime critique. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'oscillation. Vous allez voir juste U de R qui va décroître et tend vers 0 sans oscillation. Donc quel est le régime qu'on a ici? C'est un régime avec des oscillations, mais l'amplitude diminue. Donc c'est ce qu'on appelle un régime pseudo-périodique. Déterminer la valeur de C, il suffit de calculer la période T. Donc voilà, c'est entre le premier maximum et le deuxième maximum. Et la période, c'est 10 secondes. Donc T0, c'est 10 secondes. Et comme T0, c'est 2 pi racine carrée de LC, je connais donc TC, c'est T0 carré sur 4 pi carré fois L. Je fais l'application numérique. Je trouve, donc T0 c'est 10 millisecondes, L c'est 0,5, pi carré c'est 10, et vous voyez, ça obtient 5 microfarads. Bien, maintenant quelle est l'énergie totale à l'instant T1 égale à 9 millisecondes? Voilà une question intéressante. Souvent, on vous pose la question de calculer l'énergie là où le courant est maximal ou bien la tension est maximale. Ça veut dire là où l'énergie est purement électrique ou bien purement magnétique. Ça, c'est la règle générale de pratiquement tous les examens. Là, c'est différent. Pourquoi? Parce qu'on vous dit à 9 millisecondes. C'est où 9 millisecondes? Vous avez 5, 6, 7, 8, 9. 9, c'est ici. Donc 9 ici. Si je vais vers la courbe, voilà où je trouve, voilà, c'est ce point. Et vous voyez qu'en ce point, la tension n'est pas maximale. Donc, le courant est non nul et la tension est non nulle. Donc, vous avez deux énergies, une énergie électrique et une énergie magnétique. Donc, il faut calculer la tension à cet instant et le courant à cet instant. Bon, il suffit juste de les déterminer graphiquement. Donc, l'énergie, c'est l'énergie électrique plus l'énergie magnétique. Donc, on a les deux. L'énergie électrique, bien sûr, c'est 1 demi C UC au carré. C, on l'a déterminé. Donc, il suffit de déterminer I de C. Et l'énergie magnétique, elle, c'est connu. Il suffit de déterminer I. Donc, je passe vers les courbes qu'on m'a données. À partir de celle-là, je vais déterminer U de C à T égale à 9 millisecondes. Je lis sur la courbe, ça me donne 4,8. Et ici, à T égale à 9 millisecondes, je lis sur la courbe, je trouve 12 milliampères. Bon, pourquoi 12? Vous avez 7,5, vous divisez par 5, ça veut dire chaque petite division correspond à combien? À 1,5. Donc j'ai 7,5 plus 1, 2, 3. 3 fois 1,5, ça vous donne 4. 4,5. Donc 4,5 plus 7,5, ça fait bien 12. Donc je connais I de C. Le reste, c'est des calculs. Et ça vous donne 9,36 10-5 joules. Bien. Maintenant, je passe à la modulation. Donc là aussi, c'est un exercice très classique de la modulation. Je vous rappelle que c'est le principe. Donc j'ai fait une vidéo détaillée sur la modulation. Donc vous avez un multiplieur qui contient deux entrées. L'une de l'entrée, on envoie un signal modulant. C'est un signal de basse fréquence plus une composante continue. Deuxième entrée, on envoie la porteuse. Et à la sortie, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne le produit des deux signaux, qui est le signal modulé, qu'on peut écrire en général sous deux formes. Soit sous cette forme-là, donc ça c'est le coefficient du multiplieur, ça c'est le signal modulant de basse fréquence, ça c'est la composante continue, ça c'est le signal d'attention de la porteuse. Ou bien, des fois on vous le donne 1 plus quelque chose, et si c'est écrit 1 plus, ça veut dire qu'on a factorisé par I0, et donc dans ce cas, ce terme, c'est ce qu'on appelle le taux de modulation. Donc ça, soit sous cette forme, soit sous cette forme. Donc si c'est plus I0, ce terme-là c'est I0. Si vous avez ici plus 1, ça veut dire ici, c'est l'amplitude du signal modulant divisé par la composante continue. Bien. Donc voilà le signal modulant, son amplitude c'est UM, sa fréquence c'est F, et on vous donne cette expression. Et à partir de cette expression, on va déterminer la fréquence de la porteuse, la fréquence du signal modulant et le taux de modulation. Bien. C'est très simple, donc ça c'est la porteuse, vous voyez ici c'est la porteuse, et ça c'est le signal modulant qui est à l'intérieur. Donc ici 2pi fois Fs, donc la fréquence du signal tout de suite c'est 10 puissance 4 Hz, et ici vous avez 6p fois 10 puissance 5, c'est 2pi fois la fréquence de la porteuse, donc je développe ici 2pi fois 3, donc la fréquence de la porteuse, ça sera 3 fois 10 puissance 5. Quel est le taux de modulation?
toujours ici, je dis ici c'est I0 et ça c'est UM. Et le taux de modulation, c'est bien sûr le rapport de ces deux constantes, c'est UM sur I0. C'est l'amplitude du signal modulant divisé par la composante continue. Et je fais l'application numérique, je trouve 0,75. Toujours là aussi, on vous pose la question sur la qualité de modulation. Vous avez deux conditions. Il faut que le taux de modulation soit plus petit que 1. Il faut que la fréquence de la porteuse soit largement supérieure à la fréquence du signal, au moins 10 fois. Donc, le taux de modulation est plus petit que 1. La première condition est vérifiée, puisqu'on a trouvé 0,75. Pour la deuxième condition, bien sûr, là aussi, il est vérifié. Pourquoi? Parce que la fréquence de la porteuse, c'est 3 10 puissance 5. Et il est largement supérieur à 10 fois la fréquence du signal qui est 10 puissance 5. Vous voyez bien 3 10 puissance 5, il est supérieur à 10 puissance 5. Donc la deuxième condition, il est vérifié. Donc voilà le signal modulant, c'est l'enveloppe. Donc ça c'est le signal modulant. D'accord. Donc entre là et là, c'est 2 fois l'amplitude. Voilà, vous cherchez la valeur moyenne et ça c'est l'amplitude du signal modulant. On peut le déterminer graphiquement, si ce n'est pas donné. Et à partir de la moyenne et l'axe du temps, c'est la composante I0. Et vous voyez que I0 doit être supérieur à cette quantité-là. Sinon, vous allez voir le signal qui est quelque chose comme ça. L'enveloppe qui est comme ça. Et dans ce cas-là, vous allez avoir une mauvaise modulation. D'accord? Bien. Maintenant, je passe à l'exercice de la chute libre. Il y avait aussi une confusion, je vais la réexpliquer davantage. Donc là, chute libre, qu'on a balancé l'objet à partir d'une hauteur h et non pas à partir de z égale à 0 vers le haut. Et vous avez des questions classiques sur la chute libre. Donc on vous donne la hauteur h à partir de laquelle on envoie l'objet avec une vitesse v0 à t égale à 0. C'est quoi une chute libre? Bien sûr, chute libre lorsque le corps n'est soumis qu'à son poids. Équation différentielle vérifiée par v de z. Toujours système étudié, force appliquée, repère d'étude. Donc la balle, puisque la chute libre, la seule force, c'est le poids. Quel est le repère d'étude? C'est OZ, qui est dirigé vers le haut. Faites très attention. Ici, OZ est dirigé vers le haut. Vous appliquez la deuxième loi de Newton. La somme des forces est égale à M fois AG. Donc A est égal à AG égale à D de VG sur D de T. Donc ça, c'est indépendant de l'orientation de Z pour le moment. Voilà où intervient l'orientation, lorsqu'on fait la projection. D'accord? Donc vous avez, bien sûr, bon, voilà, vous avez la projection de G, c'est moins G suivant K. Par contre, A, c'est A de Z suivant K. Donc ça, c'est la composante de l'accélération suivant K, qui peut être positive, qui peut être négative. Donc c'est toujours A de Z suivant K, quelle que soit l'orientation. Par contre, ici, on fait la projection du vecteur G suivant K. Donc c'est moins G, G est positif. Par contre, ici, A, il peut être positif, comme il peut être négatif. Donc A de Z, c'est D de V de Z sur D de T. Et donc l'équation différentielle, c'est D de V de Z sur D de T est égal à moins G. Donc je remplace ici A de G par D de V de Z sur D de T. Et G par moins G suivant K. Et donc on a D de V de Z sur D de T, c'est moins G. L'équation horaire, bien sûr, il suffit d'intégrer cette équation. L'intégrale de moins G, c'est moins G fois T plus une constante. À T égale à 0, V de Z égale à V0. Donc la constante, c'est V0. Et donc, j'arrive à V de Z égale à moins GT plus V0. Pour déterminer Z, j'intègre une deuxième fois. Pourquoi? Parce que V de Z, c'est D de Z sur D de T. Donc vous intégrez G fois T, ça vous donne T carré sur 2. L'intégrale de V0, c'est V0 fois T plus une constante. Là aussi, faire attention, à T égale à 0, Z n'est pas égal à 0, mais Z est égal à H. Donc la constante est égale à H. Donc voilà l'équation horaire. Maintenant, l'expression numérique de la vitesse à partir de la courbe. Donc on me donne le numérique de la vitesse à partir de la courbe. Ça veut dire tout simplement il faut trouver l'équation analytique de cette droite. Donc pour trouver l'équation, là c'est une droite, donc son équation c'est AX plus B. Donc A c'est une constante fois X qui est le temps plus B. C'est quoi B? À T égale à 0, V égale à V0. Donc tout de suite là j'ai remplacé B par V0. D'accord? Pour déterminer A, donc la valeur de V0, je la détermine graphiquement à T égale à 0. Je lis cette valeur-là. Et vous voyez bien ici 6, 8, donc 10. Donc V0 égale à 10. Pour déterminer A, il faut calculer la pente de cette droite-là. Donc j'ai pris deux points, ce point-là, de coordonnées 0, 10.
Bon, j'avais fait une erreur sur l'ancienne version, donc ce point c'est bien 10. Et le coordonné de B c'est combien? C'est 1, 0. Voilà, 0, 10, 1, 0. Donc la pente c'est y2 moins y1. Donc 10, 0, moins 10 divisé par 1 moins 0. Et ça vous donne moins 10 mètres par seconde au carré. Donc, et bien sûr, d'après la courbe, à t égale à 0, v égale à v0, donc v0 égale à 10. Voilà, et je connais l'équation de la droite, c'est moins 10 fois t plus 10. Je réexplique un peu le principe. On lance un objet avec une vitesse initiale v0. Il va passer par un point B situé à la hauteur d à partir du sol. D'accord? Il va arriver à sa hauteur maximale et il va changer de sens. La question qui est montrer que lorsque la vitesse du point est égale à 3 mètres par seconde, la distance d c'est 5,75 mètres. Voilà, je les lance avec une vitesse initiale de combien? On a dit de 10 mètres par seconde. Bien sûr, la vitesse va diminuer jusqu'à atteindre la valeur 0. La question, c'est quoi? C'est déterminer la distance au bout duquel la vitesse est égale à 3 mètres par seconde. Voilà. Donc, toujours penser aux courbes qu'on vous donne. Cette courbe-là, elle nous donne la représentation de V en fonction du temps. Donc, de là à là, c'est la phase de la montée. Voilà. De 10 mètres par seconde jusqu'à 0, c'est cette phase-là. Après, bien sûr, c'est l'autre phase, il n'est pas représenté ici. Si t égale v égale à 3, je lis sur la courbe, voilà 3. Donc c'est ce point-là. 3, je peux déterminer le temps. Donc le temps, c'est-à-dire l'instant où la vitesse va atteindre 3 mètres par seconde, c'est 0,7 secondes. Maintenant, je connais le temps, j'utilise l'équation horaire pour déterminer z, tout simplement. Donc t égale 0,7 secondes. J'utilise l'équation horaire, moins 1 demi gt carré plus v0 fois t plus h. Je connais tout, je connais g bien sûr, v0, je connais h. Je détermine z. Donc à l'instant t égale à 3 mètres par seconde, il va atteindre la hauteur d qui est égale à 5,75 mètres. Bien. Maintenant la question 6, c'est là où il faut faire attention. Là on a changé la vitesse initiale. Donc faites très attention. Donc on a envoyé maintenant l'objet avec une vitesse initiale v'0. Donc cette courbe n'est plus valable. N'est plus valable parce que celle-là, elle est valable pour une vitesse v0 égale à 10. Là, j'ai changé v'0. Donc je ne peux plus utiliser les données qui sont déduites à partir de cette courbe. Et on vous dit déterminer la hauteur maximale atteinte par la balle cette fois-ci. D'accord? Donc on l'a balancé avec une vitesse v'0. Quelle est la hauteur maximale? Donc, pour déterminer la hauteur maximale, je dois déterminer le temps qu'a mis la balle entre l'instant t égale à 0 et l'instant où sa vitesse elle est nulle. Donc, je détermine pour z est égal à h max, bien sûr, vous avez la vitesse égale à 0. Or, c'est quoi l'équation de la vitesse? Bon, là, là, j'ai utilisé deux méthodes, pardon. Je vais reprendre partie par partie. Donc là, j'utilise d'abord deux méthodes. La première méthode, c'est la conservation de l'énergie. Donc à l'état initial, c'est cet instant-là. C'est le moment où l'objet est lancé avec une vitesse v0. Donc quelle est l'énergie? C'est une énergie cinétique plus une énergie potentielle. Donc l'énergie cinétique, c'est 1 demi mv'0 au carré plus mg h. H, c'est la hauteur à partir de laquelle la balle est lancée à t égale à 0. À l'état final, c'est là. Et sur l'état final, v égale à 0. Donc l'énergie elle est purement potentielle, mg fois h max. Donc je fais l'égalité des deux et je vais déterminer h max. Donc vous voyez, une première méthode très simple, parce que je connais v'0, je connais h, je peux déterminer h max, c'est 4,2. Comme 4,2 il est plus petit que d, donc voilà, il va arriver juste ici, donc la balle ne va pas atteindre la distance d qu'on a atteint précédemment. Deuxième méthode. Je vais utiliser l'équation horaire, c'est-à-dire je vais déterminer l'instant où l'objet va atteindre cette hauteur maximale, mais cette fois-ci lorsqu'il est lancé avec v'0. Faites attention, c'est ça qui est différent, qui est égal à 8 et non plus 10. Donc l'équation horaire, bien sûr, c'est moins 10 fois t plus v'0, plus 8 et non pas 10. Et donc je détermine t égale à 0,8 secondes. Et je connais t, je détermine l'équation horaire, et je détermine la hauteur maximale, c'est 4,4, donc la même que j'ai trouvée par des raisons énergétiques. Là aussi, vous voyez que H est plus petit que D, donc la balle ne va pas atteindre le point D. Enfin, pour le pendule de torsion,
Là, il y a juste une question à savoir, c'est quelle est l'énergie de torsion. Donc, θ max, on vous donne, pendant une torsion, en abondant la vitesse initiale, on vous donne θ max. La question, c'est déterminer l'énergie potentielle et en déduire C. Bon, il suffit de savoir qu'à T égale à 0, l'énergie potentielle est égale de torsion, c'est 1 demi C θ carré, et l'énergie cinétique, c'est 1 demi J θ point au carré. À T égale à 0, bien sûr, la vitesse égale à 0, donc ce terme il est nul. Donc l'énergie est le purement potentiel, énergie potentielle de torsion, qui est 1 demi C θ max au carré. D'après la courbe, cette valeur c'est 0,05. Donc il suffit d'écrire 0,05 est égal à 1 demi C θ max au carré, et je détermine la constante de torsion. Je connais tout, donc la constante c'est 0,4 Nm radian moins 1. Montrer que l'énergie mécanique est égale à 0,05. Bon, là c'est aussi très simple. À T égale à 0, à partir de cette courbe, on sait qu'à T égale à 0, donc ça c'est l'énergie potentielle de torsion, ça c'est l'énergie totale. D'accord? Donc l'énergie cinétique, normalement c'est l'inverse. Ici, à T égale à 0, l'énergie est purement potentielle, et à T égale à 0, elle est cinétique. Et lorsque θ égale à 0, l'énergie cinétique, bon je peux la tracer ici, voilà l'évolution de l'énergie cinétique. Oh, bon j'ai mal tracé, pardon, il va être comme ça, bon, pas bien tracé, c'est pas grave. Donc vous voyez qu'à T égale à 0, l'énergie est purement potentielle, l'énergie cinétique égale à 0. Et si θ égale à 0, l'énergie cinétique est maximale. Donc à T égale à 0, l'énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle, et d'après la courbe, je déduis tout de suite que cette énergie c'est 0,05 effectivement. Donc on me dit qu'à T1 égale à 0,3 secondes, calculer la valeur de l'énergie cinétique. Je cherche 0,03, c'est ce point-là, et vous voyez qu'à T égale à 0,03, j'ai quoi? J'ai θ égale à 0. Donc l'énergie potentielle, d'après la courbe, d'après la courbe, l'énergie potentielle n'est pas égale à, θ n'est pas égale à 0. D'après la courbe, c'est l'énergie potentielle de torsion, c'est 0,025. Or, l'énergie mécanique est égale à une constante, c'est une constante, et sa valeur c'est 0,05. Donc 0,05 est égal à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Parce qu'en ce point, vous voyez, ni θ est maximal, θ n'est pas maximal, donc le point d'huile possède une énergie cinétique et une énergie potentielle de torsion. La somme des deux, c'est une constante. Je connais d'après la courbe l'énergie potentielle, donc je peux déterminer l'énergie cinétique. Faites 0,05 moins 0,025, ça vous donne bien 0,025. Donc voilà pour ce corrigé de 2019. Donc voilà, bon courage et à bientôt pour d'autres contributions. Bien sûr, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir des nouveautés et bonne chance à l'examen.